Bonjour, bonjour. Alors, il y a quelque chose qui me taraude euh, pour reprendre avec œuvre au noir et œuvre au blanc. L'œuvre au noir, si on veut, et l'œuvre au blanc, c'est une métaphore utilisée par l'alchimie pour parler des progressions dans la vie. À un moment donné, la vie est parcourue on passe des seuils, on franchit des caps. Hein, c'est pas pour rien qu'avant, il existait des rites de passage dans les sociétés anciennes pour rythmer la vie. D'ailleurs, chez nous aussi, il y avait les 7 sacrements. C'est cette étape cruciale qui rythmait la vie de quelqu'un. Et donc, c'était donc le baptême, la communion, le mariage, la mort, et le dernier sacrement, c'était la mort. Euh, qui en fait, ces 7 passages sont 7 morts. Ces 7 passages, on peut les caractériser par forcément des dramatisations. Parce que l'ego, parce que le gardien du seuil, comme on dit, ne veut pas mourir et que c'est perçu comme un deuil. Et effectivement, en fait, on change de relation sociale, on change toutes sortes quand on change, tout change dans notre vie. Donc effectivement, on est amené avec ces 5 étapes de la mort là. Oh mince, j'ai oublié ma super mémoire des noms. Je vais, je vais faire mes devoirs et dans les commentaires en dessous, il y aura le nom de celle qui avait établi les 5 étapes de la mort. C'est-à-dire qu'on passe par le choc, ensuite on passe par des étapes qui oscillent entre déni et dépression, et puis il y a la colère, et puis il y a la peur, et puis il y a l'acceptation. C'était 5 phases. 5 phases. Et donc les 3 phases de l'alchimie en ce qui concerne ça, c'est des phases d'œuvre au noir, donc dissolution, hein, mort de l'ego. On avait une forme solide représentée dans notre tête et elle éclate. Dissolution, force centrifuge, bah, explosion. Et puis alors, on se recristallise dans une forme donc centripète. C'est ce qu'on appelle l'œuvre au blanc. Et c'est un ego, hein, une construction. L'ego est un jeu de construction, sans mauvais jeu de mots, où il sera bon de pas se confondre en fait avec l'image qu'on se fait de soi-même ou l'image qu'on se fait à un moment donné, même si effectivement de phase en phase, chaque fois qu'on se dissout et qu'on se recristallise, vient l'œuvre rouge, c'est-à-dire recevoir la lumière, illumination, épiphanie. En fait, on laisse mieux passer la lumière. C'est une métaphore pour dire on est en phase avec la connaissance et avec un degré de conscience plus élevé. Et donc voilà, il y a donc mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette œuvre noire? Bah, il y a la dramatisation, on va le dire. Et quand on est dans l'œuvre au blanc et qu'on se redonne une forme, un ego, un truc qu'on va essayer de défendre avec un système immunitaire, un gardien du seuil qui veut pas mourir, et c'est assez légitime, ça correspond à notre envie de pas mourir. Euh, mais comme dirait Pascal Bouchet, en fait, c'est ça qui est anti-vie, puisqu'on veut figer un truc qui ne bouge plus, alors que la vie est un changement perpétuel. C'est ces phases de mourir et de renaître, c'est ça la vie. Alors que figé, qu'est-ce qui est figé? C'est un cadavre. Et donc, effectivement, vouloir fixer à tout jamais les choses dans une forme éternelle, c'est ça qui est mortifère. Par exemple, c'est ce que voudraient les transhumanistes. Et donc, bon, ben, les chocs qui entraînent la dramatisation sont salutaires parce que évolutifs. Mais le déni aussi est salutaire parce qu'il est légitime aussi de vouloir vivre avec un certain niveau de confort, avec un certain... on peut pas vivre en plein drame permanent, de deuil permanent. Et donc, ces 2 phases ont leur raison d'être. À un moment donné, il faut bien pouvoir se redonner consistance dans quelque chose de solide qui peut avancer dans la vie et rester en mouvement. Et effectivement, tout le jeu consiste à ne pas trop dramatiser quand en fait on meurt. Et ce mouvement a une essence très c'est psychodramatique, j'allais dire, mais c'est très maniaco-dépressif en fait. Et donc, comme dans une maniaco-dépression, dans nos phases up, tout est beau, tout est génial, et on veut pas voir ce qui craint. Et dans nos phases où on est déprimé, les phases down, tout est nul, tout est triste. Mais en fait, on se projette de nouveau, on se confond avec ce qu'on observe, et donc on voit ce qu'on est, on voit un peu ce qu'on croit, comme dirait Jérémy Narby. On dit toujours on croit ce qu'on voit, mais en fait on voit aussi ce qu'on croit.
Donc dans notre nouvelle phase, le gardien lutte pour ne plus changer, mais, mais donc à un moment donné, en suivant nos intérêts et nos goûts, on thésaurise à un moment de la connaissance, on thésaurise. Et à un moment donné, on atteint un seuil critique où le changement est inéluctable. Et là, en fait, c'est une manière pour notre gardien du seuil d'être grugé systématiquement. Parce qu'à un moment donné, vu que quand on est dans notre phase où on s'est redonné une consistance, on est quand même naturellement intéressé par ce que nous aimons. On est en fait naturellement poussé par voilà, vers ce qui nous fera évoluer. Donc ouais, ce mouvement est quand même maniaco-dépressif seulement quand on manque de conscience, quand on est triste, tout est triste, et que quand on est joyeux, tout est joyeux, et qu'on oublie l'autre phase, et qu'on oublie que en fait c'est un mouvement de up and down. Et si on arrive à être un petit peu plus mesuré dans une phase, on arrivera à être plus mesuré dans l'autre. Ne pas oublier que chaque phase a son bon, ça aide à ne pas être dans le déni, en fait, de ne pas oublier que, en fait, à un moment donné, tout ce qu'on croit risque de s'écrouler, et pour se cristalliser dans quelque chose de mieux, une révolution copernicienne en science, une révolution personnelle pour un individu, tout ça à des différents niveaux d'échelle. Et donc, refuser de voir ce qui est moche quand on est heureux, ou oublier d'où on vient quand on est de nouveau riche, ou bien bon, et alors pareil, ne pas trop dramatiser quand c'est normal que tout ce qu'on croit de manière provisoire, à un moment donné, on doit le lâcher, comme saison après saison, les arbres lâchent leurs feuilles, et ça procède d'un mouvement vital qui est très sain. Donc, ne pas perdre contact avec l'autre phase quand on est dans une. Et donc, c'est marrant que pendant qu'une partie de l'humanité veut passer à la 5G, l'autre partie veut passer à la 5D. Alors ça énerve les scientifiques qui ont un pied dans le nouveau paradigme, parce que surtout enfin oui, les appellations comme passer à la 5D, mais ça ne veut rien dire, ou alors à la conscience quantique du New Age. Mais en fait, je trouve ça quand même pas si peu légitime que ça, comme façon, et je m'en explique. La 5D, c'est le sujet qui est créateur et qui n'est pas objet de son destin. C'est-à-dire qu'il y a l'espace, il y a le temps, 4 dimensions, et nous sommes la 5e. Tout comme nous pouvons devenir le 5e élément de notre vie. Alors est-ce que l'appellation est pas un peu malheureuse? Peut-être, mais en tout cas, ce que ça veut dire, ça veut le dire, et ça veut bien le dire. Ça s'oppose, cette prise de conscience, et c'est le retour du sujet. C'est le sujet qui redevient roi en son royaume, et c'est une très très bonne voie pour faire face au transhumanisme, qui est l'extrémité de cette science qui est tellement objective qu'elle finit par transformer les masses en flux migratoires, et on met un peu plus de pression là, et hop, on augmente la température là, et on obtient, et on fait bouillir. Et enfin, c'est complètement pervers de traiter les sujets, les gens, comme des choses. Et ce transhumanisme, c'est là que ça nous mène. Et pareil, la conscience quantique, c'est ça. C'est quoi le quantique? C'est quand on s'est rendu compte en science que le sujet, l'observateur, influe le résultat de l'expérience. Alors les physiciens s'en sont emparés, on fait la physique quantique. Et quand on parle de quantique, je pense qu'il y a un saut quantique qui est en train de se faire pour un passage à un nouveau paradigme. On a englobé suffisamment d'informations pour pouvoir faire le saut. Évidemment, là, on est face à des crises pour l'humanité, et moi, franchement, je peux comprendre que des gens qui doivent gérer et qui se sentent... Enfin, il y a toutes sortes de mégalos qui ont des gros moyens et qui se sentent une mission de gérer le futur de l'humanité. Et eux, qui ont réussi par le mental, avec l'ancien paradigme, avec le contrôle, avec cette science objective qui objectifie les gens, parce qu'en fait, clairement, l'effort de guerre a consisté à redresser l'Europe et l'économie après la guerre, et en fait, c'est là que ces industriels ont eu carte blanche, et finalement, les nazis ont gagné la guerre, avec leurs méthodes ont été celles qui ont été choisies, parce que on a considéré les masses comme du truc, les gens comme des choses, et il faut bien les gérer, parce que eux ne sont pas capables, c'est une vision aussi très malthusienne, hein, les gens ne sont pas capables de se gérer, il faut penser à leur place. Bref, c'est une pensée qui veut
enfin, transformer l'homme en objet. C'est vraiment, pour moi, c'est la définition même de la perversion, confondre le sujet et l'objet. Pour moi, le libre arbitre, c'est quoi? La volonté de Dieu en ce qui te concerne, c'est ta volonté en ce qui te concerne. Ta volonté en ce qui te concerne, c'est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. C'est ce que la nature a fait. C'est ce que Yggdrasil, c'est ce que la vie a décidé, c'est de créer des sujets. Et des sujets autodéterminés. Alors évidemment, on est tous ensemble, et donc nous avons un nous, la volonté de Dieu en ce qui nous concerne, Dieu, Yggdrasil, le grand esprit, peu importe. La volonté de Dieu en ce qui nous concerne, c'est notre volonté en ce qui nous concerne. Et quel est ce nous et comment on va le déterminer, c'est toute la question. Et moi je pense que y a vraiment une révolution qui doit se passer au niveau de la conscience. Et donc quand Romuald Le Terrier, toi tu me demandais l'autre jour, ce soir, en fait, bon, qu'est-ce qu'on fait objectivement? Eh bien, je pense que éveiller les consciences euh, sur l'importance du sujet pour ce qui va advenir demain, comment l'observateur influe sur... Et comme nous ne sommes pas objets du destin, et nous devons le comprendre. Et d'une part, il y a des gens qui ont un plan pour nous qui est machiavélique, mais on peut les comprendre parce que il y a trop d'humains, il n'y a pas assez d'eau, les humains ça baise et ça se reproduit, ça fait plein d'enfants. Pour les gens qui sont dans le contrôle mental, c'est flippant. Pour un mec qui pense malthusien, il faut trouver une solution parce que le problème va pas se solutionner tout seul. Et il y en a qui doivent prendre leurs responsabilités pour les autres, et donc on est tous des objets dans cette pensée-là. Le problème, c'est qu'on est encore beaucoup, et peut-être, est-ce qu'on est suffisamment à avoir pigé, mais on est encore beaucoup à se percevoir soi-même, et même moi-même, par moment, je me sens complètement objet du destin, et comme une espèce de coquille de noix sur la mer, en plein océan perdu, un mec affamé sur son radeau en guenilles. Et oui, effectivement, il faut se rendre compte que nous sommes... et merci à Romuald, merci à toi parce que je vais diffuser ça sur ma chaîne YouTube. Alors bon, c'est à la fois c'est bizarre, c'est une vidéo pour toi et en même temps. Hein. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. La 5D, la conscience quantique, oui, c'est peut-être une façon dommage de dire les choses, mais ça procède de gens qui ont compris qu'ils étaient sujets et qui développe ça. Et effectivement, qu'est-ce qui va barrer le transhumanisme si quelque chose y arrive? C'est ça. Je me suis demandé l'autre jour si, je suis pas le premier d'ailleurs, hein, si les petits gris là qui viennent, qui ressemblent à une ruche, qui ont aucune personnalité, qui viennent prendre des vaches, des organes et du sperme et des ovules, est-ce que c'est pas une des humanités du futur qui a foiré son coup? Qui a viré complètement transhumaniste, qui a viré complètement objet en fait, hein, on dirait des objets, on dirait des coquilles vides, c'est atroce. Et du coup, il se serait détaché de cette vie, cet être vivant qui avait un projet pour nous de faire des humains et de faire des sujets en fait. Et donc ce truc qui se serait coupé de l'évolution et qu'ils arriveraient plus à se reproduire. Mais pourquoi c'est notre sperme qui prennent si c'est des extraterrestres qui viennent de Zeta Reticuli? Est-ce que ce serait pas un des futurs de l'humanité qui essaye de revenir en arrière pour... Enfin bref. Et donc, ils prennent du bétail et ils prennent du matériel génétique humain. Oui, pour avoir à manger, pour pouvoir se reproduire, quoi, en gros. Ouais, c'est une possibilité. Et les humains qui sont des grands blonds, est-ce que ce serait pas un autre futur de l'humanité? Est-ce qu'il est nécessaire qu'ils viennent d'une autre planète, ou est-ce que ce serait pas plus simple de penser qu'ils viendraient de futurs directs? Bon, si ça se trouve, j'enfonce des portes ouvertes et tu avais déjà écrit là-dessus, mais j'ai pas lu tous tes livres, Romuald, donc voilà. Cette petite réponse, j'espère que j'ai parlé un quart d'heure. Voilà. Et à ta question, qu'est-ce que je fous, moi je travaille sur moi, mon évolution de conscience. J'ai fait un rituel de passage d'âme depuis le Samin jusqu'à Yule. Où je l'ai fait pour la colonne du Congrès, pour les petits gars qui sont tombés à la Première Guerre mondiale. Je me suis ramassé des entités, un montant papos.
Je suis aidé, voilà, pour les passer. Apparemment, j'ai quand même passé pas mal de petits gars. J'ai eu, des informations sur la question qui étaient pas piquées des hannetons, du genre, en fait, la Première Guerre mondiale, c'est un sacrifice humain pour le dieu Mars. Heu, c'est très je En gros, ben, c'est avril 1917, hein, les Américains viennent nous aider, cocorico, super, grâce à eux, on gagne la guerre. Donc on envoie plein de soldats au casse-pipe, en bélier, et puis chaque année, on les honore, en le 11 novembre, en Scorpion, donc Mars nocturne, pendant la période des morts, hein, juste après la Toussaint, avec une colonne qui relie le ciel et la terre, avec un feu qui s'éteint jamais, un mort, qui est enterré en dessous, et alors, à nos héros. Donc chaque année, tout le monde accorde beaucoup d'attention positive à cette colonne, à nos héros. Génial. Et donc en gros, ben, c'est quand même un gros sacrifice humain pour tout. Enfin, c'est des soldats qui ont été sacrifiés en Mars diurne, qui sont honorés en Mars nocturne, avec une colonne qui relie le ciel et la terre, avec un feu qui s'éteint jamais, un mort en dessous, entretenu par l'attention positive de plein de gens. Et au moment où le soleil passe sur le 11 novembre, sur cette date en plein signe du Scorpion, chez nous, on a le roi qui vient mettre une couronne de fleurs. Le roi met une couronne le 11 novembre. C'est un acte magique. Qu'est-ce que c'est d'autre? Et ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Si c'est un hasard, alors on a fait un sacrifice pour le dieu Mars. Pour le dieu Mars, on a sacrifié des militaires. Enfin, je veux dire, tout est, enfin, ça pourrait pas être plus congru, quoi. Voilà. Donc, voilà, moi, je travaille essentiellement sur moi. J'essaie de relier avec les rites anciens. J'essaie d'appliquer ce que j'ai appris la médecine amazonienne avec les plantes de chez nous, et de lier avec les esprits des plantes de chez nous et pouvoir travailler avec les plantes de chez nous, avec plantes et sans plantes. Je fais mes cérémonies à moi, je les fais sans donner de médecine. La médecine, c'est le cercle, c'est nous, c'est les intentions, c'est le chant, c'est entretenir enfin voilà, je fais des soins énergétiques, comme on dit, énergétiques, hein, c'est-à-dire focaliser. Ouais, enfin oui, ça mériterait une autre vidéo sur le chamanisme hawaïen, qui a aussi été assez formateur pour moi. Et voilà, en deux mots, en deux mots, ce que j'avais envie de te répondre de manière un petit peu plus concise, et je pense que ça valait la peine que je le publie. Voilà.